Rebonjour, nous sommes ensemble jusqu'à 12h45 autour des précarités énergétiques en essayant d'actualiser ce sujet et de voir les nouvelles pistes pour y faire face. Et nous avons le plaisir d'accueillir Sylvia Rosales Montano, qui est directrice d'études à l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise, Bruno Legevin, président de l'ADEME, qui est avec nous. Je rappelle à nos invités que vous êtes aussi président de l'Observatoire national de la précarité énergétique, et c'est aussi à ce titre-là qu'on va échanger avec vous. Bertrand Lapostolé de la Fondation Abbé Pierre et Karim Aït Youssef de WeMove. Parce que la précarité énergétique, lorsqu'on... Alors oui, pour vous, monsieur Aït Youssef, qui venez d'arriver, on a donc Rodolphe, notre dessinateur, qui régulièrement, vous aussi, à mon avis, vous allez y passer l'un comme l'autre. Et il est très créatif et très agile. Oui, précarité énergétique, on pense d'abord chauffage, électricité, domicile, mais pas que. Il y a bien évidemment la mobilité inclusive, et vous nous en parlerez. Vous dire également qu'on relance l'animation avec le fil tweet. Donc, on va vous donner le hashtag assise en minuscule, assise en majuscule, pardon, et tous, mais il va s'afficher là, vous allez voir, hashtag assise tous. Et n'hésitez pas à contribuer tout au long de notre plénière. Alexandra Malherbe nous enverra une sélection de vos contributions et on pourra réagir avec nos intervenants. Voilà, le hashtag s'affiche. Assise tous, assise en minuscule et tous en majuscule. N'hésitez pas à contribuer, réagir, envoyer vos réactions. Et Alexandra, tout à l'heure, nous en fera part. Alors, Madame, Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet et de redire que la précarité énergétique est une vraie réalité économique et sociale, vécue par un Français sur 5, 12 millions de personnes. Hier après-midi, nous avions ici un échange autour des sciences humaines et comment les sciences humaines parlent à la transition énergétique. Et on a abordé changement de comportement et de regard pour l'individu et le collectif. Et nous avions une sociologue autour de la table, Marie-Christine Zellem, et à un moment, elle nous a dit ça. Vous pouvez mettre sa slide, s'il vous plaît. Je l'ai reprise là parce que ça m'a un peu travaillé hier soir. Elle nous dit en gros, hein, vous le voyez, j'ai rien touché à la slide, en ciblant prioritairement les publics précaires, on se trompe de cible, dit-elle. Les populations cibles de l'action publique, les faibles revenus et revenus modestes, nanana, cependant ils ont une faible consommation énergétique, et donc les autres classes sociales sont peu inquiétées, les grands autres peu exemplaires, et elle dénonçait des messages dans la communication un peu déroutants. Hein. Elle met « couper les veilles, baisser votre chauffage, dévigivrer votre frigo, éteindre votre télé ». Vous réagissez ? Alors, oui, je connais Marie-Christine Zellem, je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là, à condition de l'expliquer un peu. Quand on commençait par asséner les bons gestes aux précaires énergétiques, qui sont les plus sobres de nos concitoyens en général, c'est effectivement pas forcément l'approche la plus efficace et celle qui peut les mettre le plus à l'écoute. Là encore, paradoxalement, le sujet prioritaire pour les ménages en précarité énergétique, c'est de leur permettre de consommer de l'énergie comme il faut. C'est pas la sobriété, ou alors c'est une bonne sobriété, la sobriété dans un minimum de confort et sans problème de santé, etc. C'est des champions de la privation d'abord, les précaires énergétiques. Hein, donc effectivement, je vois mal comment on peut les accrocher, et dans la pratique, on ne fait pas comme ça, en tout cas pour ce que nous on fait, avec un message de réduction de vos consommations. Hein, on n'arrive pas comme un gendarme en disant vous consommez trop, vous devez réduire vos consommations. Non, tout le monde doit mieux consommer, moins consommer.
Et ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas dans les conditions de pouvoir consommer correctement, doivent pouvoir accéder au minimum d'énergie nécessaire pour le confort. Bruno Legevin, vous réagissez ? Oui, j'ai pas de problème à ce que tu viens de dire. Après, faut pas se tromper. Je veux dire, les messages qui ont été faits récemment au moment de la vague de froid et du passage de l'hiver, j'avais l'occasion de dire, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'étonne que quand c'est l'hiver, il puisse faire froid. Et donc, il y a eu des tensions sur le réseau. Donc, il y a eu des messages et c'est un vrai progrès. J'en profite pour le dire là, c'est que la bonne victoire de ce qui vient de se passer, c'est qu'on n'a pas fait youpi tralala, on a battu un nouveau record de consommation. Et on a dit youpi tralala parce qu'on n'a pas battu le record de consommation, parce qu'il y a eu, et c'est le président de RTE qui, je crois, le disait ici, hier, ouais. une prise en compte, un comportement, une prise de conscience citoyenne. Et les messages ont été perçus et bien reçus, puisque 50% des Français, plus de 50% des Français en ont tenu compte. Je partage ce qui vient d'être dit. Pour ce qui concerne les familles précaires, il ne faut pas les cibler et surtout pas les stigmatiser. Parce qu'avant de pouvoir leur demander de réduire leur consommation, il faut qu'ils puissent accéder à une consommation raisonnable, qu'ils puissent accéder à une possibilité de se chauffer dignement, etc., etc. Donc les deux ne sont pas antinomiques, il faut bien les approcher. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on peut s'étonner qu'on est considéré, c'est un progrès, parce qu'on s'est battu pour qu'il y ait une information en temps direct sur les compteurs Linky pour les consommateurs. Cette disposition n'a pas été retenue. Elle a été retenue pour les précaires. Bon, c'est très bien qu'elle ait été retenue pour les précaires, mais si on a pensé que c'était utile pour les précaires, ça devrait être utile pour tout le monde. Bon, c'est peut-être une première phase, indépendamment de la complexité que de l'attribuer qu'à une partie de la population. Donc, j'entends ce qui est dit, mais il ne faut pas non plus totalement caricaturer. Très bien. Oui, bah allez-y, madame, réagissez. Je pense que je suis d'accord et en même temps, il faut évidemment nuancer, mais derrière ça, la question qui se pose, c'est qui est précaire et qui est pauvre énergétique et qui est vulnérable énergétique. Ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'on a un problème de fond, c'est la notion de la définition. On parle quand même des définitions sur des taux d'effort, mais aussi des améliorations sur ces définitions. 10% du budget des ménages, ou maintenant on dit 15% du budget des ménages accordé à l'énergie logement, donc on est précaire. Et en fait, derrière ces taux, vous avez des profils des personnes qui surconsomment et sous-consomment, certains sous contrainte et d'autres en assumant complètement. Et dans cette surconsommation et sous-consommation, pour le moment, les publics ne sont pas les mêmes à cibler. Certains relèvent de l'aide sociale, certains relèvent des politiques publiques et d'une autre nature, de l'incitation. Et derrière ça, je pense que le discours de la personne dont fait référence de ces sociologues en renvoie à une question que ces publics et ces notions de précarité énergétique posent des questions essentielles de définition. Et pose des questions de définition pour l'ensemble des publics. Par l'ensemble. Ça veut dire qu'on a des publics classe moyenne là-dedans et qui ne sont absolument pas dans la précarité au sens qu'on entend et dont la Fondation AVP nous en parle. Très bien. Alors, juste après avoir échangé avec Bruno Legevin, je reviendrai vers vous parce que vous avez conçu collectivement un livre blanc qui propose des défis. Et c'est intéressant parce que ces défis qu'ils s'appliquent chez eux à Lyon peuvent parler à l'ensemble des territoires. Je vous rappelle donc le hashtag Assises tous, Alexandra Malherbe est là. Et dès que vous avez des choses significatives, et même pendant vos débats, vous envoyez, je les verrai à l'écran, et on pourra donc échanger avec nos intervenants. Donc je rappelle le chiffre quand même, il y a des critères objectifs de repérage des populations en précarité énergétique, 1 Français sur 5 aujourd'hui, 12 millions de personnes, avec l'urgence absolue de lutter contre ce fléau, condition pour réussir la transition écologique. Que nous dit l'enquête nationale logement? Et après vous nous direz les nouveautés en la matière pour pouvoir agir. Bruno Legevin.
Merci. Je trouve que la discussion qu'on a eue avant a bien introduit le débat quelque part, et donc c'était bien qu'on ait cette interpellation. La lutte contre la précarité énergétique constitue, et pour longtemps, un chantier prioritaire pour réussir la transition énergétique et écologique, pas simplement parce que c'est inscrit dans la loi, parce que comment on pourrait envisager, c'est l'objet de la transition énergétique et écologique, une société plus respectueuse des ressources, plus solidaire, plus équitable, sans traiter la question sociale. Et pour moi, c'est fondamental, parce qu'une transition énergétique qui n'embarque pas tout le monde, y compris et d'abord les plus fragiles, serait antinomique de l'objet, de la volonté. Et ça n'aurait pas de sens, on serait quelque part, comme on peut dire, à côté de la plaque. La précarité énergétique est, comme vous venez de le dire, une réalité économique, une réalité sociale, vécue par un Français sur 5, c'est 12 millions de personnes. C'est un chiffre étonnant, détonnant. Et ceci est confirmé au travers de l'analyse logement de 2013. On avait une analyse logement qui datait, donc les chiffres étaient datés, et qui montre que ça touche évidemment l'ensemble de la population, des populations fragiles. Dans le rural comme dans l'urbain ou le périurbain, il n'y a pas de... même s'il y a des typologies spécifiques, ça touche tous les strates de la société. On voit aussi à travers cette enquête logement, mais on ne va pas non plus totalement s'en étonner, c'est qu'elle touche de plus en plus de jeunes. Les moins de 30 ans. Les jeunes de moins de 30 ans qui sont particulièrement touchés. Évidemment, cette situation, elle est souvent associée, comme vous le disiez, à une précarité d'abord économique, une précarité sociale, par ailleurs évidemment renforcée par un habitat souvent vieillissant et inadapté, et y compris sans oublier les conséquences souvent en termes sanitaires. Une situation de précarité peut effectivement souvent de se doubler d'une détérioration de la qualité de l'air intérieur du logement, avec toutes les conséquences. Jour après jour, on voit que la précarité énergétique, elle se propage, elle touche de plus en plus de Français. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'on est dans un contexte de crise qui dure, qui perdure, et avec la hausse des factures, en raison notamment de l'augmentation des prix, et notamment liée à l'augmentation de la CSPE, mais aussi des logements mal isolés, on est là dans un phénomène qui est tout à fait croissant. La nouveauté avec nos travaux de l'Observatoire national de la précarité énergétique, que j'ai l'honneur de présider, c'est qu'on mesure peut-être mieux, de manière plus précise, la réalité de ce phénomène. Et pour les premières fois, cette étude a pu mesurer notamment la sensibilité à l'évolution du prix de l'énergie. Ainsi, mais c'est assez logiquement que les ménages qui sont en situation de précarité, tel qu'on vient de le dire, si on regarde simplement l'indicateur qu'on appelle le taux d'effort énergétique, ça qui constitue quelque part la population la plus sensible au prix de l'énergie, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation de 10% du prix de l'énergie, ça peut faire basculer plus ou moins 450 ménages supplémentaires dans la précarité. Cette sensibilité donc, peut expliquer en partie l'augmentation du nombre de ménages précaires, quand on sait que pendant la dernière période, si on prend qu'un exemple, celui de l'électricité, le prix de l'électricité depuis 2008 a augmenté de plus de 35%. Les travaux de l'ONPE ont également permis de mesurer un autre écart, c'est l'écart énergétique, c'est-à-dire l'objectif de réduction de la facture énergétique des ménages en situation de précarité. Il montre que la facture énergétique de ces précaires devrait être réduite, et c'est un chiffre très important qui peut paraître considérable, mais à l'aune des problématiques économiques de l'énergie, il faut le relativiser. Il suffit d'avoir en tête le chiffre de la CSPE, c'est de l'ordre de 1,5 à 2 milliards d'euros qu'il faudrait prendre en compte pour sortir ces populations. C'est de l'ordre de 500 à 700 euros par ménage. On voit que l'enjeu est là aussi considérable. Alors, les nouvelles pistes, alors quand on regarde les choses, c'est vrai qu'il y a eu plein de politiques qui ont été développées, mais on s'aperçoit qu'à fur et à mesure qu'il y a un peu plus de cohérence, de volonté politique, de politique publique, comme l'ampleur du phénomène ne fait que croître, on a l'air de toujours courir après et qu'on n'est pas totalement au rendez-vous des enjeux. Donc on voit qu'il y a lieu d'accélérer là aussi le soutien, d'avoir une politique plus globale, plus cohérente. Nous devons apporter des réponses innovantes et donc des réponses performantes
pour éradiquer rapidement ce phénomène, tout simplement parce que, ça a été dit tout à l'heure, je veux dire, c'est inimaginable qu'en 2017, pas pouvoir s'éclairer, se chauffer, vivre dans un logement sain. Ben, c'est totalement inacceptable parce que c'est un droit fondamental, c'est un droit essentiel dans une société moderne et solidaire. Donc, la première urgence, c'est l'urgence sociale. Parce que, évidemment, on va parler après du travail préventif, mais l'urgence sociale, c'est d'aider au paiement des factures. Ben, ça passe quelque part par la mise en place, c'était dans les débats notamment portés par nos amis de la Fondation Abbé Pierre, le bouclier énergétique, dans les débats du CNTE qui ont précédé la loi. Ça doit être un dispositif qui doit aider davantage et mieux que les tarifs sociaux actuels à faire qu'on aide au paiement des factures. Alors vous savez qu'il y a eu toute une polémique sur l'insuffisance des tarifs sociaux qui existait pour l'élec ou pour le gaz, mais qui n'existait pas pour tous ceux qui sont précaires et qui ne se chauffaient ni à l'élec ni le gaz. Et donc la loi de transition énergétique pour la croissance verte a mis en place un dispositif qui s'appelle le chèque énergie, dont on peut peut-être critiquer son insuffisance, mais c'est un vrai progrès parce qu'il a apporté une dimension universelle. Le chèque énergie doit être accessible à tous les précaires, quel que soit son mode de chauffage. Alors après, il faut qu'il touche toutes les cibles. On voit que là, on est au-delà des 4 millions qui étaient souvent dit, puisqu'on est plutôt à 6 millions. Et donc, il va falloir regarder comment on touche ces cibles. Et puis après, il va falloir regarder le niveau du montant du chèque énergie, parce que le chèque énergie n'est probablement pas à la hauteur des enjeux au regard de ce que j'ai pu dire par avant. Juste là-dessus, donc vous nous dites qu'on ira plus vers 6 millions de ménages qui bénéficieront de ce chèque énergie. On avait ciblé 4... Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore malheureusement le cas, puisque les critères qui ont été retenus dans un système d'attribution directe qui sont d'ailleurs mis en expérimentation dans 4 départements, quand on regarde les critères qui ont été retenus, notamment par rapport à la situation fiscale, la cible, elle est plutôt de un peu plus de 4 millions de personnes. Et donc, il va falloir regarder comment on peut élargir cette cible, les critères, pour pouvoir en faire bénéficier un plus grand nombre, sachant que le principe, c'est que le chèque énergie devrait être généralisé au 1er janvier 2018. Donc, il n'est pas trop tard pour tirer les enseignements de l'expérimentation qui est développée dans 4 départements, tant en niveau d'accès vraiment au droit et aussi de la concrétisation de ce droit, parce qu'il ne suffit pas d'avoir accès au droit, il faut qu'il puisse être concrétisé, et puis après de se poser la question du bon niveau du chèque énergie. Dans un rapport que j'avais présenté pour la ministre il y a maintenant 2 ou 3 ans, je ne sais plus, nous avions quantifié le chèque énergie à un niveau moyen de 250 €. Pourquoi ? Parce qu'on peut considérer que la puissance publique avait estimé, alors qu'on considérait que c'était probablement pas à la hauteur, que quand on était bénéficiaire du tarif social électricité et par ailleurs bénéficiaire du tarif social gaz parce qu'on se chauffait au gaz, on avait un niveau moyen de 250 €. Donc le chèque énergie qui vient donner une dimension universelle à cet acte de solidarité, quel que soit le mode de chauffage, devrait quelque part, d'une certaine manière, arriver à ce niveau. Alors, arrêt de jeu, je reviens vers vous dans quelques instants pour les autres nouveaux dispositifs proposés, mais j'ai vu une question que nous envoyait Alexandra, qui est toute simple. J'aime bien les questions simples. Comment faire, comment financer sa rénovation énergétique quand on est au RSA? Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Vous, les autres, hein? Allez-y. Alors, ça va me permettre de prolonger mon propos. Là, j'ai parlé de l'urgence sociale, l'aide au paiement des factures. Mais après, évidemment, l'essentiel, pour sortir de ce cercle infernal, c'est de quand même pouvoir réduire la facture énergétique des précaires, bien sûr par l'aide au paiement des factures, mais aussi en améliorant l'efficacité énergétique de logement, qui plus est pour ceux qui sont dans des véritables passoires énergétiques. Et la question qui est posée, c'est la bonne question. Comment rénover énergétiquement un foyer qui est en précarité énergétique, dont le reste à vivre, tu connais ça par cœur, est quasiment inexistant. Donc il n'y a pas d'autre moyen que de développer par l'accumulation des aides publiques un système qui fait qu'au bout du compte, nous devons être en capacité de proposer
par l'accumulation des aides. Alors de ce point de vue-là, il y a le programme Habiter Mieux de l'ANA qui fait un travail remarquable, mais aussi les aides qui viennent s'additionner au niveau des collectivités pour qu'il y ait une prise en charge quasi totale, ou en tout cas presque totale, avec, pour que les ménages ne puissent pas avancer cet argent, qui de toute manière, ils n'ont pas. Mais je pense que là-dessus, tu peux peut-être compléter. Ouais. Bertrand, allez-y tout de suite. Bertrand. Oui, effectivement, il y a Habiter Mieux, il y a beaucoup de choses qui se sont développées et on ne peut que le reconnaître et constater en même temps, comme tu le fais, que pas assez vite. Alors quand on est au RSA et qu'on doit rénover son logement, c'est faisable effectivement avec Habiter Mieux, avec les aides des collectivités. Ça devient compliqué dès qu'il faut faire une rénovation importante et la question du préfinancement, du reste à charge qui reste toujours au bout du compte, la trésorerie. Le reste pour vivre, c'est aussi le budget au jour le jour, au mois le mois, le budget toujours en déséquilibre, toujours en déficit. Et cette question cruciale de la trésorerie est malheureusement pas encore réglée. Elle est en voie de règlement, mais depuis longtemps, et semble-t-il encore pour un petit moment. Et on est dans des questions de réglage. Alors ça a l'air de petits détails au cas par cas. Le problème, c'est que pour faire de la masse d'action et cibler en priorité les plus précaires, il faut arriver, on parle souvent, nous, de dentelle industrielle, c'est-à-dire qu'il faut être capable de faire du cas par cas et d'en faire beaucoup et d'adapter chaque situation. C'est une vraie difficulté. Aujourd'hui, pour résumer ce qu'on peut en dire, du côté de la Fondation, on dit oui, il peut y avoir des projets qui fonctionnent quand on est au RSA, dans certains cas, dans certaines conditions, pour réhabiliter son logement et sortir de la passoire thermique, mais non, on ne peut pas tout le temps, et non, on ne peut pas assez pour le nombre de personnes qui sont concernées. Ouais, et puis il y a le sujet de la massification, là, ça va être compliqué. Là. Oui, oui, non, madame, allez-y. En fait, j'ai suivi entre 2008 et 2010 pour l'Adréal des entretiens assez importants sur ces ménages précaires qui font des arbitrages entre la dépense énergétique logement et la dépense énergétique mobilité. Oui. En fait, le RSA, le reste pour vivre, il faut se souvenir que d'une part, pour que les ménages deviennent sobres, il faut avoir cette capacité d'investissement. Et dans cette capacité d'investissement, il y a quelque chose qui est très intéressant. Et c'est pour ça que la notion habitat-mobilité doit être encore plus renforcée. Pourquoi ? Parce que l'économie qu'on fait dans la dépense énergétique logement, qui se traduit dans une économie éventuelle, je dis éventuelle parce que ce n'est pas toujours sûr financière, et elle est transférée, cette économie, dans la facilitation de la mobilité. Pourquoi ? Parce que la mobilité est contrainte. La mobilité, on ne peut pas transférer la dette au tiers, à personne. Et donc, du coup, la notion d'un chèque énergie, elle doit se poser par rapport à la question d'un chèque mobilité. Et une aide personnalisée à la au logement devrait intégrer la question de l'énergie et en même temps, l'aide personnalisée à la mobilité, c'est la seule mesure équitable. Donc du coup, il me semble pour moi important que les bonnes pratiques, et ça, en plus, je respecte énormément parce que je suis fanatique des très bonnes démarches de l'ADEME et de l'ONPE qu'on a suivi longtemps, mais il faut reconnaître que la transition énergétique peut induire quelque part des inégalités fortes et alors, renforcer quelque part lorsqu'il n'y a pas une articulation. Ouais. S'il n'y a pas d'articulation, des risques de renforcement ou des inéquités territoriales, sociodémographiques ou au sein des catégories sociales peuvent être aussi importantes. Comment vous réagissez à cette proposition ? Rien ne me choque sur ce que vous avez dit, bien au contraire. Sur l'approche globale, sur la cohérence. Là, on a parlé plutôt de la précarité énergétique liée au logement. Évidemment, beaucoup des précaires, notamment ceux qui sont dans le rural, ont la double peine parce qu'ils ont la précarité liée à la mobilité. Donc, on doit prendre en compte ce phénomène parce que justement, il y a les arbitrages. Et cette question est essentielle. Et ça revient à mon propos de début, il n'y a pas de transition énergétique écologique sans traiter la question sociale et sans avoir le souci de ne pas exclure une partie de la population et quelque part les rendre responsables de quelque chose qui ne sont pas responsables. Par exemple,
on peut être en précarité énergétique, dans le rural, quand même avoir la chance d'avoir un boulot, mais d'être obligé de faire 100 km ou 50 km avec une voiture diesel qui coûte pas très cher, mais qui consomme beaucoup et qui peut polluer, eh bien, il faut traiter ces questions-là. Et je pense que l'approche de l'ONPE, c'est justement avec un tour de table où il y a tous les acteurs, c'est bien dans une approche globale que nous regardons les choses. Et moi, je n'ai pas de problème de principe sur demain que le chèque énergie soit aussi pris en compte pour payer mobilité. sa facture pour se déplacer. Mais là, ça revient à la question du niveau du chèque et du bon ciblage des populations. Et je rebondirai sur ce qui a été dit avant, et c'est important de le dire devant vous, c'est que si la précarité énergétique doit être traitée dans une cohérence de politique globale nationale, les solutions, elles sont locales, parce qu'il n'y a pas de traitement pertinent et juste sans la proximité, et ceux qui ont la connaissance de la proximité, c'est les acteurs de territoire qui sont là. Donc il doit bien avoir cette cohérence. Bertrand Lapostolé. Je souscris à fond sur le fait que ça part du local et la nécessité de cohérence. Je souscris à fond sur la nécessité d'une approche systémique et globale. Je voudrais quand même réagir sur le risque d'inégalité et le risque d'exclure qui a été mentionné. Ce n'est pas un risque, excusez-moi, mais on est en plein dedans. C'est fait, ça. C'est de là qu'on part. Les inégalités sur les questions de dépenses contraintes, alors j'intègre même pas là-dedans les dépenses de transport, mais uniquement les dépenses contraintes liées au logement. Il faut quand même se rappeler que pour les ménages pauvres et modestes, la dépense contrainte en proportion du budget, elle a doublé dans les 35 dernières années, dans les 30 dernières années. Au moment c'est une autre enquête de l'INSEE, un budget de famille, fin des années 70, tout le monde consacrait 20 à 25% de son revenu à cette dépense contrainte, donc principalement la dépense logement, le loyer ou les mensualités d'accession, l'eau, l'énergie, indépendamment de son niveau de revenu. Et puis, date de la dernière actualisation de l'enquête 2006, c'était passé à 48%, quasiment la moitié du budget pour les ménages pauvres, 46%, et ça avait doublé aussi pour les ménages modestes. Là, on est en plein dans les publics habités mieux, par exemple. Et même pour les dites classes moyennes inférieures, ça avait doublé aussi pour passer à 40% du budget. Les questions d'inégalité et d'exclusion, elles sont déjà là de manière très intense. Ce qui explique aussi la diffusion du phénomène, c'est-à-dire le fait que ça touche gravement les plus précaires et que ça touche aussi un petit peu monsieur et madame tout le monde qui n'a pas les moyens. Monsieur Itusef, parce que la mobilité a été tout de suite invitée là, par madame à l'instant, votre commentaire là-dessus? Sur la mobilité, il existe beaucoup de choses qui ne sont pas utilisées ou mal utilisées. Il y a une transversalité et beaucoup de points communs avec les problématiques de logement. Évidemment, les publics dont vous parlez, les publics précaires, cumulent également les problématiques de mobilité. De qui on parle? On parle effectivement des bénéficiaires des minima sociaux, du RSA, mais également des familles monoparentales. Mais comme vous le disiez en début, en entrée de débat, ça représente quand même 40% de la population, les problématiques de mobilité. Les demandeurs d'emploi, 59% d'entre eux refusent un emploi ou une formation pour des problématiques de mobilité. Donc là, les solutions, elles existent déjà. Il y a le non-recours à la solidarité transport. Il y a énormément de solutions diffuses, mais qui ne sont mal utilisées ou pas utilisées du tout. Elles doivent être à la fois locales et nationales, et elles doivent tenir compte des transports localement également. D'accord. Alors, très vite, s'il vous plaît. Non, très rapidement, pour dire, évidemment, que je ne peux pas sous-estimer que les inégalités existent déjà, mais en même temps, et c'est une occasion de le rappeler, il y a des choses un peu paradoxales. La CSPE, qui a un impact très fort sur la facture, et c'est normal puisque c'est pour financer la collectivité, l'ensemble des concitoyens finance les politiques publiques, y compris d'ailleurs les tarifs sociaux, mais la part, elle est tout à fait relative. Je te vois faire la moue, mais je sais ce que tu penses et tu as raison de penser ce que tu penses. D'autant plus que on parle souvent d'assistance dans ce pays, on ne va pas s'en sortir par l'assistance. Alors là, dans l'énergie, ce n'est pas du tout le cas, parce que non seulement les populations les plus fragiles, les plus précaires ont un reste à vivre qui est presque nul, mais ils contribuent aux efforts de politique publique, puisque chaque citoyen
paye sa facture et paye sa facture avec les charges de CSPE. Et aujourd'hui, quand on est au chauffage électrique et que l'on consomme une facture moyenne, même pas en passoire énergétique, sa contribution aux charges de service public, elle est équivalente, voire supérieure au tarif social dont on bénéficie. Quelque part, on se paye son tarif social. Il y a une question, vous pouvez la remettre, Alexandra, je crois qu'elle est pour vous, Bruno Legevin. Comme elles arrivent là au fur et à mesure, on y répond tout de suite. Date prévue pour l'accès aux fichiers de données de l'Observatoire pour les collectivités, référence à notre débat d'hier matin. Ben, j'espère le plus tôt possible, parce que je ne peux pas avoir dit ce que j'ai dit tout à l'heure et dire que la solution doit être proximité et que pour avoir une bonne action de proximité, il faut accéder aux données. Ah ouais. Donc là, on a un ONPE2 qui a comme ambition de pouvoir être plus efficace dans l'élaboration des politiques publiques et dans l'observation, pardon. Et de ce point de vue, chacun des acteurs qui sont dans le tour de table, y compris ceux qui ont des données, ont signé une charte. C'est-à-dire on n'est pas à l'observatoire pour être dans le décor, on est dans l'observatoire pour être utile par rapport à ce que l'on peut apporter. Et donc moi j'espère, et en tout cas qu'on puisse le faire le plus rapidement possible, qu'il y ait d'une manière ou d'une autre un accès aux données, et que les données ne peuvent pas être que nationaux, ils doivent être territorialisés. D'abord, bien sûr. Très rapidement, deux autres informations au rayon des dispositifs et des nouvelles pistes. Bon, vous savez que, en complément des logements rénovés par les bailleurs sociaux et les particuliers, le nombre de logements aidés par l'ANA pour les ménages les plus modestes va doubler, 50 000 en 2015, 100 000 en 2017. Et par ailleurs, autre sujet, les certificats d'économie d'énergie ouvrent le jeu à ce secteur enfin c'est la loi qui ouvre le jeu à ce secteur de la précarité, puisqu'il y a une nouvelle obligation qui a été donnée au bénéfice des ménages en situation précaire. 1 milliard d'euros, je crois, 1 milliard d'euros est consacré par les vendeurs d'énergie pour soutenir les économies d'énergie chez ces ménages. Et c'est une obligation qui court pour la période 2018-2020. Alors, à Lyon, Sylvia Rosales Montano, non ça va, ne vous inquiétez pas. Bon, ils ont fait un gros boulot participatif là, sur le territoire, il est intéressant. Vous allez nous le présenter, puisqu'il est donné dans un livre blanc. Et vous avez transformé ce travail collectif en 4 défis à relever. Présentez-nous ces défis. En fait, c'est pas que moi, donc c'est un travail strictement, comme vous dites, collaboratif. On n'a pas osé appeler ça participatif parce que ça fait étrange. Parce que ça fait quoi? Étrange. Et je pense que c'est trop passé dans le langage commun, donc ça n'a pas de sens. Alors pourquoi participatif et collaboratif? Pourquoi collaboratif? Parce qu'on est parti d'une expertise collaborative avec Rhône-Alpes Énergie. Je pense que, je ne sais pas si Pierrick Yalamas est présent, avec le pôle scientifique et technique de l'État, ça veut dire le laboratoire d'économie des transports et le CEREMA, et les agences d'urbanisme de la région. D'une part, déjà c'est une innovation, on n'était pas habitué à avoir une expertise collaborative, en plus sans financement. C'est-à-dire qu'on avait la bonne volonté de travailler sur ces sujets. Et pourquoi la bonne volonté? Une bonne volonté parce que rencontrer M. L'Apostolé me renvoie à 2010, la première très grande rencontre sur la question à l'échelle régionale en Rhône-Alpes, animée par l'Adréal, où on nous avait demandé de poser déjà la question sur la précarité énergétique et l'impact pédagogique envers les décideurs et de la délocalisation de tous ces ménages en accès à la propriété dans le périurbain à 30-40 km et ce qui allait se passer de cette tendance. Donc collaboratif de cette manière. Collaborative aussi parce que les premiers 4 défis qui ont été mis à débat sous la forme des ateliers qui ont été soutenus par l'ADEME sont nés d'une rencontre de 3 territoires. Le territoire des sans-fonds, grande vulnérabilité sociale, énergétique, industrielle, chimique, de toute nature, d'Outepos, les Scots du Robaltin et la communauté de communes de Trièves. Qu'est-ce qu'ils nous disent cette première rencontre? C'est qu'il faut au moins établir un socle commun d'action, un socle commun qui fasse lien entre les territoires.
étant donné qu'on avait du mal à traiter cette question malgré une sensibilisation forte, malgré des modèles de cartographie que depuis 2008 on a développé, surdéveloppé, essayé de tester toutes les approches et on avait une réponse politique et en même temps de la planification. Non, c'est la transition énergétique qui nous intéresse, pas le volet social. In fine, c'était ça. Pas dit tout à fait comme ça, mais c'était ça. Et ensuite, collaboratif, pourquoi? Parce qu'on a mené, depuis fin 2014, on a rencontré presque 300 personnes de toute nature, Fondation Abbé Pierre, Secours catholique, ingénieurs, chercheurs, élus, qui nous ont accompagnés dans un dispositif d'atelier qui aujourd'hui va devenir un livre blanc. Alors, livre blanc, pourquoi? C'est la nécessité de porter à connaissance un socle d'actions qui ne sont pas novateurs, elles ne sont pas novatrices, pardon, elles ne sont pas époustouflantes, elles sont basiques, elles sont connues depuis longtemps, mais par contre tellement connues qu'elles deviennent si banales que ça ne fait pas tilt. Donc du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on arrive à traiter cette question? Première chose, c'est qu'on a changé les mots. On n'a pas parlé de précarité énergétique, on a dit le volet social de la transition énergétique. Premier grand changement. Première écoute, en fait, ok, on parle du volet social qu'on avait oublié sur la question. Donc, en fait, on a obligation de la traiter parce que c'est une obligation de traiter la transition énergétique. Donc, on est parti de ce volet-là et apparaissent 4 grands défis. Donc, 2 défis qu'on appelle les défis support, on va dire les défis socles, qui nous semble très intéressant parce que ces 2 défis socles partagés et en cours de partage, parce qu'on a 16 actions socles, mais autour de ces 4 défis, les 2 défis socles, support des changements, c'est la question des transitions énergétiques équitables et le développement local. Et ensuite, dans le 2e défi socle, support de ces changements, c'est la co-responsabilisation. Donc, développement local, pourquoi? Parce que l'augmentation du reste pour vivre doit être accolée à l'augmentation des capacités financières locales, d'assumer, au-delà d'assumer l'aide sociale, d'assumer la transition énergétique et d'assumer qu'in fine, ce que les ménages les plus pauvres cherchent, ce n'est pas à faire chuter leur facture énergétique parce qu'ils le font déjà. C'est eux qui sont les plus sobres en facture énergétique. Ils ont une comptabilité aux 50 centimes près de leur consommation. Mais la question du rôle de cette croissance verte, du développement économique local, de la création d'emplois, doit être posée au même titre à l'échelle micro-locale, et j'ai dit à l'échelle de la commune, et pas seulement à l'échelle des intercommunalités, étant donné que la gestion est une gestion locale avant tout, malgré tout. Ça, développement local. Ensuite, pourquoi co-responsabilisation? Hier, on a l'impression qu'on veut faire supporter à l'individu la totalité de l'innovation dans la transition et dans toutes les transitions. La transition démographique, tout type de choses, c'est l'individu. Et en réalité, dans ces pratiques, la co-responsabilisation demande des changements durables de comportement, des comportements fiscaux, des comportements d'investissement, des comportements de gestion, des comportements aussi d'usage et des pratiques, et ça concerne tous les acteurs, ça ne concerne pas que les habitants. Deuxième volet des défis, des autres défis, si je trouve ma page, voilà, c'est les défis de transformation. Et là, on a des défis qui sont extrêmement difficiles. Un, c'est l'observation stratégique et le monitoring partagé. Et l'autre, c'est la question d'un aménagement du territoire soutenable. Pourquoi j'ai dit des transformations? Parce que ce sont les 2 éléments les plus difficiles et pour lesquels on a des discours extrêmement contradictoires. Sur l'observation et le monitoring collaboratif, on parle beaucoup de gouvernance opérationnelle, mais on se rend compte que la transition énergétique est un marché local de la donnée et régional de la donnée. On se retrouve avec des diagnostics différents selon les modèles, selon les bureaux d'études, d'où l'importance, on discutait avec Ronald Pénergie, de disposer d'une donnée régionale qui nous nous donne une vision commune des territoires. Et sur ces visions très différentes, on a des points communs
les mêmes publics, les mêmes catégories sociales. Ce qui change, c'est le nombre. Ce qui change, c'est la localisation. Une commune peut apparaître à haute vulnérabilité énergétique avec une donnée, une autre avec une autre donnée. Ce n'est pas la même chose. Et cette observation ne peut pas être possible que si on la limite strictement à la donnée énergétique, elle doit être accompagnée d'une observation aussi des politiques sociales, des politiques d'aménagement. Et la dernière, c'est la question de l'aménagement du territoire. En fait, on parle beaucoup des territoires résilients, des territoires robustes, et là, on a un problème, y compris au sein de nos agences d'urbanisme, PLU, PDU, SCOT. On demande, in fine, on dit quoi? On dit pas grand-chose. 3 réponses, y compris de mes collègues planificateurs. Une première réponse, la planification n'est plus rien. C'est un sujet qui relève des politiques sociales. Deuxième réponse, oui, on pourrait beaucoup faire, plutôt les gens de l'État. Il faut y faire. Dans tous les documents, on peut avoir une réponse. Et la troisième, c'est, in fine, si l'élu ne veut pas, on ne fera rien du tout. Et l'élu ne veut pas, pourquoi? Parce que la transition énergétique, par son volet social, fait ressortir un changement des modèles, fait ressortir une critique profonde de la politique d'aménagement, de la politique foncière, de la politique de localisation de l'habitat, de la politique de la mobilité, de la politique sociale. Et ceci est quand même beaucoup trop fort. Donc du coup, on a 16 actions socles qui vont être partagées. Un exemple des actions socles, c'est un atlas régional de la précarité énergétique. Et vous avez besoin de ces données. Voilà, mettons-nous d'accord à une échelle régionale sur, déjà définissons ces 3 catégories, pauvres, précaires et vulnérables, ce n'est pas la même chose, et en même temps, tentons de caractériser les communes dans leur vulnérabilité, mais pas que dans la vulnérabilité énergétique, mais dans la vulnérabilité par rapport à la robustesse de faire face à ces questions, d'où la question fiscale. Un autre exemple qui est assez difficile, au lieu de faire un plan, un PCAET, essayons au moins minimum de nous mettre d'accord sur un plan cadre. Quelles sont ces actions socles qui font une unité territoriale et une unité de vision locale? Voilà des choses qui ne sont pas récentes. On en a parlé partout. Depuis 2008, j'entends dire la même chose. Et apparaissent ces 3 choses comme de l'innovation, entre guillemets, parce que ce n'est plus de l'innovation. OK. Donc, la proposition que vous faites, c'est un repérage, un pilotage, une organisation territoriale pour encore mieux agir et déployer à fond les dispositifs qui existent et que Bruno Legevin nous a rappelé. Alors, j'aurais 2 questions complémentaires, mais je vous les poserai dans le débat si on a le temps. Il y a le fil tweet, là je vois que vous envoyez pas mal de choses, on va les regarder. Juste avant, Bertrand Lapostolé, bon, vous êtes partenaire de tout ça, là, ce qui se passe sur le territoire du Grand Lyon, comment vous voyez ça? La région, pardon. Comment vous voyez ça? Comment vous intégrez ces dynamiques? Et puis après, mon autre question, c'est que faire d'autre, de plus, pour que le chiffre de 1 sur 5 baisse un jour? Alors, comment on s'intègre dans les initiatives locales? On le fait un peu partout. Par rapport, on est sur 2 pieds, nous, la question du plaidoyer, j'y reviendrai, et la question d'abord du soutien à l'action, avec des actions qu'on porte directement, et notamment une qui est un programme qui s'appelle le programme Tout d'abord au niveau national, et du soutien à des actions localement. Alors, en Rhône-Alpes, ici, un peu partout, il y a des besoins, donc un peu partout. Très rapidement, le programme Toi d'abord, c'est un programme de soutien à la production de logements en maîtrise d'ouvrage d'insertion. Alors ça, c'est un peu du jargon. C'est transformer, il a pour ambition de soutenir des acteurs pour transformer des passoires thermiques en logements d'insertion. C'est un programme qui bénéficie, vous évoquiez le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors, il n'est pas nourri que par ça, mais il en bénéficie, ça permet de booster l'action. On a ciblé, nous, à travers ce programme, les publics les plus exclus.
les plus éloignés des circuits classiques d'accès au logement, et vraiment avec un point d'attention très fort sur la question du coût d'usage, de la dépense contrainte, du reste pour vivre, en soutenant des réhabilitations qui sont souvent ambitieuses, avec des logements performants en sortie. On a soutenu, c'est pas nous qui le faisons, hein, on aide à les faire, des acteurs, un peu plus de 7000 logements depuis qu'on fait ça. Alors c'est une goutte d'eau hein, dans l'océan des besoins, oui, mais à notre échelle et à l'échelle des moyens de la Fondation, c'est beaucoup. Et là encore, il s'agit de cibler vraiment les publics les plus précaires parmi les précaires. Hein. On cumule des questions de précarité énergétique, mais de mal logement en général. Donc ça, on le fait sur l'ensemble du territoire national, on le fait en urbain, en rural, partout où il y a des questions de difficultés d'accès au logement, et spécialement de logements accessibles non seulement en loyer, mais aussi en coût d'usage, et notamment en énergie. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à voir sur notre site. Hein, on a des exemples. Je ne vais peut-être pas prendre trop de temps là-dessus, mais simplement, et ça me permettra de rebondir sur la petite discussion au démarrage tout à l'heure. Autant je réagissais sur la question, effectivement, on ne va pas asséner des bons gestes à des gens qui sont en privation énergétique, parce qu'à un moment, c'est un non-sens. Autant la question de l'accompagnement à l'usage est fondamentale, pour les précaires, comme pour tout le monde, à partir du moment où on n'est plus dans une passoire thermique. Et à travers ce programme, c'est une dimension qu'on aborde beaucoup, et qui est très intéressante de voir que justement, des gens, y compris précaires, souvent on entend des choses sur des gens qui seraient en précarité et donc incapables d'avoir des bons gestes, où il y a souvent cette espèce de présupposé dont je tiens à témoigner qu'il est absolument infondé, et qu'au contraire, quand on est avec quand des gens ont accédé à des conditions d'habitat dignes et normales, et pas forcément alors que des bâtiments basse consommation, même si c'est ça qu'on ambitionne à chaque fois, mais un logement chauffable, là il y a un travail qui est non seulement possible, mais qui est souvent très demandé par les personnes, qui a une appétence des précaires à être aussi des éco-citoyens, comme tout le monde, que ça se sait pas forcément, mais que dans les familles à énergie positive, il y a des précaires. Et le but, c'est pas que ça soit mis en avant, mais qu'ils le fassent, et c'est très bien. Et qu'à partir du moment où on a sorti les gens de la passoire thermique, la passoire énergétique, oui, il faut faire ce travail-là, comme pour tout le monde. Sur les autres actions, hein, j'irai vite, on soutient aussi d'autres dispositifs. Bon, je ne vais pas les citer tous, hein, et on a soutenu des choses au démarrage qui n'ont plus besoin de nous maintenant, mais notamment le programme SLIM, hein, soutien services locaux d'intervention, donc approche locale en maîtrise de l'énergie, notamment ici, dans ce département. On est aussi, nous, toujours très attentifs à la question, ce n'est pas les seuls publics qui sont touchés par ça, mais dans la précarité énergétique, il y a des profils variés, des situations variées, mais il y a beaucoup de gens qui ont en commun d'être des invisibles et des silencieux. Hein, des gens qui ne sont pas dans les scanners de l'action sociale. Et c'est pour ça qu'il faut aussi déployer plein de formes d'action aussi différenciées dans la manière de toucher les gens. Et par exemple, ici, on a soutenu une action qu'on a fait aussi ailleurs, de dispositifs où le guichet, on n'attend pas que les gens viennent au guichet, le guichet est mobile et va au-devant des gens sur le territoire. C'est important, puis il faut aller aussi au domicile, hein, la question de l'accompagnement et d'arriver à entretisser cet enjeu de la massification, et ce que je disais tout à l'heure du cas par cas est fondamental, hein, j'insiste là-dessus. Vous avez participé fortement à tous les travaux préparatoires à la loi de transition énergétique. Bon, avec le petit recul qu'on a, est-ce qu'on y a les bonnes réponses, et qu'est-ce qui manque ? Alors il y a plein de bonnes réponses dans la loi de transition. Ça ne s'est pas fait tout seul, ça a été une bagarre collective, longue, mais ça valait le coup. Il y a vraiment eu des avancées, il faut le reconnaître. Le problème, c'est le handicap de départ dans la course, ce que Bruno, tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, à un moment donné, on avance moins vite et on est parti plus tard que la précarité énergétique. Donc on a un problème toujours de retard chronique à rattraper. Et de ce point de vue-là, là encore, il y a en germe les bonnes choses dans la loi de transition. La priorité pour nous, c'est vraiment le traitement des causes. Et le traitement des causes, c'est traiter la question des passoires thermiques. Il n'y a pas à tortiller. C'est ça. Bataille, ça. Ouais. C'est la mère des batailles. On a un objectif consistant dans la loi. En fait, on en a plusieurs d'ailleurs sur ce sujet qui ne sont pas forcément cohérents entre eux. On préfère nettement les plus ambitieux. On est persuadé
qu'on peut le faire, et que non seulement qu'on doit le faire, on peut le faire, et qu'en plus, on aurait collectivement un retour sur investissement suffisamment rapide pour être sûr et certain qu'il faut vraiment y aller et changer de braquet, y compris par rapport à l'objectif des 500 000 rénovations par an. Il y a, alors je ne vais pas spoiler le sujet, mais il y a bientôt une étude économique qui va sortir dans le cadre d'une initiative collective autour de l'enjeu de la rénovation thermique, qui chiffre le coût, le retour sur investissement, les économies de santé, la création d'emplois nets, etc., d'une politique de rénovation thermique vraiment ambitieuse et vraiment conforme aux objectifs les plus ambitieux de la loi. Vous avez des news là? Alors, je ne peux pas donner encore les chiffres de cette étude, mais par exemple, alors ça aurait un coût, on a plus de 7 millions de passoires thermiques en France. Ouais. Les traités en 10 ans, c'est un coût public d'environ d'un peu plus de 40 milliards d'euros. Là, on passe vite dans des grosses unités. C'est vrai que c'est cher, tout ça, on le sait, mais c'est un investissement nécessaire. Le gain estimé direct en coût de santé, en coût de soins, 750 millions d'euros par an. C'est-à-dire que c'est des effets de levier aussi sur des fonds privés. C'est-à-dire des fonds publics amènent des fonds privés en intervention dans ces domaines-là. C'est 126 000 ETP nets créés dans le bâtiment. Enfin, un retour sur investissement qui n'est pas sur la période des 10 ans, évidemment, mais qui est dans l'échelle de temps de la transition énergétique. Bon, ça, il faut le redire, c'est important. Donc, alors, pour les questions de dignité, de solidarité, il faut le faire, mais en plus, on peut vraiment le faire et c'est bénéfique, quoi, quelque part, économiquement y compris. Ouais, donc vraiment, il ne faut pas hésiter, Bien sûr. Et économie moyenne pour les ménages concernés, on est à peu près dans la maille, pas celle du chèque énergie, dans celle qu'il faut, 500 euros par an et par ménage. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est la base. Dans ce domaine-là, très vite, mais reboucler quand même sur un enjeu et une vraie déception qu'on a par rapport à la loi dans les mesures, enfin non pas aux articles, mais à la mise en œuvre, puisque on en est là. Une loi août 2015, on est dans la mise en œuvre. Beaucoup de choses ont été mises en œuvre rapidement, les décrets, etc. Il y a un domaine sur lequel c'est pas allé vite et où ça va pas bien, c'est la question de l'article 12, intégration des critères de performance thermique dans le décret d'essence. Ça aussi, c'est un peu du jargon, mais en gros, c'est juste et très simplement mettre à jour les conditions nécessaires pour qu'un bailleur puisse louer un logement. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de conditions thermiques nécessaires. On peut louer une passoire thermique, c'est plus possible. La LOLF prévoit, on n'a toujours pas de décret, et malheureusement, les projets de décret qu'on a vus ne sont pas du tout encourageants, et à notre sens, constitueraient même un recul par rapport à la situation. C'est fondamental. Il faut des incitations, des aides publiques pour inciter, et un des enjeux, Habiter mieux a été évoqué, et Habiter mieux se développe et doit se développer encore, a su traiter bien la question des propriétaires occupants de logements individuels. Ce qui est devant nous collectivement comme bagarre, c'est l'habitat collectif et c'est le locatif. Et pour le locatif privé, on ne pourra pas y aller qu'avec de l'incitation. Il faut aussi un signal norme qui soit efficace, simple et clair. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas et on n'est pas parti pour l'avoir, malheureusement. Alors, ce chantier et celui des passoires thermiques, deux grosses batailles à mener pour avancer. Et merci de votre alerte. Alors, on était très attentifs aux résultats que vous nous donnez, à la démonstration que... comment ? Le 21 février. Ça sort, voilà. Mais on en a eu l'avant-première aujourd'hui. En tout cas, la démonstration est faite que ces investissements produisent un retour évident. Merci d'avoir été patient, Karim Aït Toussef. Alors, on a abordé l'autre volet, qui est celui de la mobilité. 2 chiffres, 40% de personnes précaires en mobilité et davantage dans les zones rurales. Et puis un chiffre aussi récent qui nous dit que 59% des demandeurs d'emploi ont renoncé à une offre parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se déplacer. Donc la mobilité, l'autre bataille très importante. Et WeMove a des propositions à faire. Racontez-nous ce que vous proposez. Oui, effectivement, la mobilité, ça concerne les mêmes publics, mais en élargissant un peu, concrètement, toutes les personnes qui sont en dessous du revenu médian ont plus ou moins des difficultés de mobilité. Les propositions qu'on fait, ce n'est pas de créer des nouvelles lois ou des nouveaux dispositifs ou des nouveaux impôts. C'est plutôt
tenir compte dans les délégations de services publics, par exemple, de la mobilité inclusive. Aujourd'hui, les transports sont prévus pour 60-80% de la population qui savent utiliser une billettique, par exemple, ou monter des dossiers. Tous les dispositifs existants ne sont pas pris en compte. Les cartes solidarité transport, par exemple, sont mal utilisées. Il n'y a que 50% des publics qui ont droit, qui ne l'utilisent pas. Donc le non-recours est là. La manière de se déplacer est faite et pas adaptée au public en difficulté. La mobilité, c'est pas que avoir une voiture ou savoir prendre les transports. C'est aussi dans la tête. Il y a une part d'études en sociologie qui ont été prises en compte. Donc ça vient traverser complètement les dispositifs de transport, les dispositifs de déplacement également, mais aussi c'est interministériel. Ça a à voir aussi avec l'emploi. Quand on travaille avec des personnes en difficulté de mobilité, 50% d'entre elles qu'on accompagne, en 2016, on va parler chiffres plutôt ou de cas concrets, quand on accompagne 10 000 personnes, il y en a 5 000 d'entre elles qui retrouvent un emploi 2 fois plus vite, grâce à un accompagnement. Nous, on parle de coaching mobilité et de plateforme mobilité. Une plateforme mobilité, c'est un endroit. On a 25 plateformes mobilité. WeMove, c'est une association loi 1901. L'un des premiers dispositifs est à Bordeaux d'ailleurs. Ça avait émergé, alors ça remonte à quelques temps, en 95 je crois, au moment des grandes grèves, M. Juppé s'en rappelle, et c'est là où on avait créé les premières plateformes de covoiturage et de solidarité. On est précurseur dans le covoiturage. WeMove s'appelait Voiture Éco à l'époque. Les grèves empêchaient les étudiants et les salariés de Nanterre, des universités de se déplacer. Nous étions à Nanterre. On a développé le covoiturage, mais humain, on va dire, en appareillant les covoitureurs et les passagers. Très rapidement, ça a pris forme jusqu'à 14%, une enquête de la RATP en 2002. 14% de ce site Nanterre-Paradis qui covoiture aujourd'hui encore. Grâce à cette impulsion de notre association. Ensuite, on a développé d'autres moyens, d'autres dispositifs. Le covoiturage ne suffisait pas, les transports en commun, l'autopartage. Et ça, on a voulu le développer au départ pour le tout un chacun, et on s'est aperçu que les publics précaires, les publics vulnérables, il y a 7 millions de personnes vulnérables en termes de mobilité, là étaient vraiment en difficulté, parce que le numérique, parce que des dossiers, parce que la complexité. Et toutes les réponses qui sont données aujourd'hui, elles sont locales, qu'elles soient locales ou nationales, sont en silo. Il y a le silo des transports, il y a le silo des contrats de ville. Les publics sont précaires en mobilité, sont soit dans les quartiers politiques de la ville, souvent, soit dans les territoires ruraux. Chaque fois, les réponses sont isolées. Ce qu'on demande, nous, c'est qu'elles soient prises en compte de manière beaucoup plus transversale, bien sûr, au niveau des délégations de services publics, au niveau de l'emploi, au niveau de l'accompagnement en général des personnes. Là, il y a un sacré boulot à faire. Alors, vous nous avez amené un film qui explique bien, je trouve très, très pédagogique, les enjeux de la mobilité. Il fait 6 minutes. Je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout parce que j'aimerais qu'on échange un peu avec la salle. Et puis, j'ai vu qu'Alexandra nous avait envoyé des questions. Mais bon, on va au moins regarder le début. Et encore une fois, si c'est un outil qui vous intéresse, vous pourrez le récupérer. On y va ? La mobilité n'est pas la seule condition de l'insertion. Il y a le logement, la santé, la lutte contre les discriminations, la formation des personnes, la garde des enfants. Mais, dans des villes qui se développent, qui s'étalent et se compliquent, la mobilité est la compétence qui rend toutes les autres possibles. Sans mobilité, pas de formation, pas de résolution des problèmes de santé. Sans mobilité, pas d'emploi. Isabelle rencontre son conseiller emploi. Il lui propose un poste intéressant dans une entreprise de logistique. Le CDD devrait rapidement se transformer en CDI. Le salaire est convenable, l'entreprise octroie quelques primes. L'entreprise est installée à Chassieux, pas loin de l'aéroport, à l'opposé du domicile d'Isabelle. Pour le conseiller, ce n'est pas gênant. Isabelle peut prendre le C2, puis le TER, puis le bus 67, et finir à pied.
Isabelle sort de la maison de l'emploi. Chassieux, c'est où? L'aéroport, c'est où? C'est loin? Par où passer? Combien de temps pour y aller? L'espace s'apprend comme une langue, dès le plus jeune âge. Isabelle n'a pas bénéficié du même apprentissage que son conseiller. Aujourd'hui, elle est démunie pour saisir cet emploi. La carte évidente dessinée par le conseiller s'efface dans sa tête. Il ne reste que les parties de l'agglomération qu'elle connaît, son quartier, le centre commercial où elle fait ses courses. Tout le reste est illisible. Comment faire? Isabelle peut renoncer à l'offre d'emploi. C'est ce que font beaucoup de personnes dans son cas. Elle peut utiliser les modes de guidage accessibles sur Internet. Elle peut accéder aux aides à la mobilité qui sont gérées par des associations d'aide à l'insertion. Isabelle peut enfin compter sur ses amis, ses voisins qui peuvent l'aider, la guider, traduire le français si elle ne le comprend pas. La mobilité est aussi une compétence collective. Isabelle s'est débrouillée pour faire garder sa fille. Elle est munie de nombreux conseils et elle s'élance vers son nouvel emploi. Avec 2 heures d'avance, elle part comme en expédition, sans savoir où et quand elle arrivera. Les premiers moments du voyage ne posent pas de problème. Elle traverse les espaces de sa vie de tous les jours. Elle retrouve à l'arrêt de bus des gens qu'elle connaît. Puis, elle arrive au centre commercial qu'elle fréquente avec des amis. Mais aujourd'hui, c'est vers l'inconnu qu'elle doit aller. Être mobile, c'est avoir les ressources pour explorer, pour découvrir l'inconnu. Les espaces de déplacement sont d'une grande complexité. Beaucoup d'éléments peuvent décourager ou effrayer. La foule, les regards que les gens vous jettent parce que vous êtes un migrant, un jeune de banlieue, que vous avez l'air pauvre ou perdu. L'architecture et l'agencement des lieux, pas toujours compréhensibles. La présence des policiers, des vigiles, des militaires, des contrôleurs. La signalétique surabondante qui implique de comprendre la langue, de comprendre les plans, les horaires, les panneaux. On va laisser courir le film et vous pourrez le télécharger. Laissez les images en off à l'écran. On va se prendre à rêver, Karim. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que les territoires élaborent des plans de transport en fonction des besoins de la personne la plus exclue? C'est ce qui se passe au Danemark, par exemple. Oui, au Danemark, au Japon. Créer des plans de transport, c'est le Design for All, le plan de transport pour les personnes les plus en difficulté. Tout à l'heure, je descends du train, j'arrive à la billettique pour prendre un billet de tramway. La personne devant moi était en difficulté. On était 5-6 derrière elle. La pression, elle abandonne. Je la rattrape pour l'aider à prendre son billet. Juste ça. La pression de la billettique. Tout n'est pas fait pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a quelqu'un des transports qui m'a dit un jour, on devrait faire les transports pour un aveugle en chaise roulant, malentendant et muet. Si on arrivait à faire les transports comme ça, en pensant à toutes les personnes en difficulté avec la langue, en difficulté avec la pression sociale qu'on a, on améliorerait déjà beaucoup les choses. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des DSP, délégations de services publics, qui prennent en compte la mobilité inclusive que vous avez décrite? Alors on a créé le laboratoire de la mobilité inclusive en 2013 avec différents partenaires, dont l'ADEME évidemment, et puis d'autres partenaires. Et on a voulu justement avec ce dispositif, parce que c'est très transverse, il y a l'ADEME, il y a Pôle emploi, il y a le groupe Total, il y a beaucoup de partenaires. On a voulu justement influer sur les politiques. Et aujourd'hui, la première délégation de services publics qui tient compte de la mobilité inclusive, c'est à la CODA, au Havre. Au Havre, d'accord. Et de plus en plus, on est interpellé soit par Transdev, soit par Keolis, pour intervenir sur le volet mobilité inclusive avec eux. Et je sais que ça commence à être inscrit dans les appels d'offres. Ça commence à être inscrit. Ouais. Aujourd'hui, je le disais, les dispositifs existent. Par contre, les financements pour ces dispositifs ou les actions sont très transverses. Quand on intervient ici, à Bordeaux,
On intervient grâce au département et à l'agglomération, mais Mhm. aussi au Fonds social européen, et puis tout un tas de financements d'État. Il y a en France 350 bassins de vie. Il faudrait créer autant de plateformes mobilité qui pourraient accompagner Bien sûr. 1 500 000 personnes. En un quinquennat, en 5 ans, on Le- pourrait accompagner les 7 millions de personnes vulnérables et en une dizaine d'années, L'enjeu est clair. former Ouais. et accompagner, coacher, parce que c'est vraiment du coaching, toutes les personnes en difficulté de mobilité et résoudre ces problématiques-là. Mhm, mhm, Ça vaut 175 millions d'euros par an, mhm. ce dispositif-là, et Ouais, ça génère L'enjeu est clair. Ouais, ouais. plusieurs centaines de milliers d'emplois. Clair. OK. Ah, parce que vous, le tram que vous avez pris ce matin, il fonctionnait, hein, parce qu'il était en panne ce matin. Il fonctionnait. Ouais. J'ai vécu aussi un grand moment de solitude hier sur le truc billettique. Je confondais les deux boutons. Et ça énervait derrière. Ah ouais, non, j'ai acheté un billet de 5 jours à Bordeaux. Alors, Alexandra, est-ce qu'on a des questions? Et puis on va faire circuler les micros dans la salle. Qui veut prendre la parole? Qui veut Oui, on a une intervenir? question, si vous voulez, par Twitter. Allez-y. Alors, quid des inégalités territoriales, notamment quand il y a des secteurs isolés, sans bus, sans transport en commun? Ouais. Alors, à préciser à quelle maille, mais oui. Qui veut? Madame? En fait, je rappelle, enfin, je n'ai pas le chiffre exact, mais se pose une question de fond. Le CEREMA a fait un excellent travail dans la région Rhône-Alpes et qui montre que même les personnes qui pourraient basculer leur mobilité voiture habitant dans les territoires hors des territoires denses et très bien desservis, même parmi cette somme de personnes, je pense qu'il y a maximum 4%, même pas, qui pourraient le faire. Et sur cette somme, il y a une faible part, si je ne me souviens pas, qui feront ces transferts, ces changements de mobilité, à cause des chaînes de déplacement, dont l'impossibilité de répondre. D'où un problème fondamental sur ces pratiques qui sont extrêmement bonnes et performantes en milieu dense, mais qui se relèvent extrêmement difficiles à mettre en œuvre en milieu non dense, où la voiture apparentée joue un rôle fondamental. Oui, vous voulez compléter? Sur les territoires, dans les territoires ruraux, effectivement, on ne va pas se mentir, hein, la voiture, ça représente 80% de la part modale. Pour autant, j'ai vu une question là sur les bénéficiaires du RSA, comment on fait pour changer de voiture. Oui. Ça va avec un bénéficiaire du RSA en territoire rural, il n'est pas fichu. Quand on l'accompagne, on arrive à trouver des solutions. C'est comme dans le logement. Il y a l'immédiat, donc avec de l'autopartage social, on arrive à résoudre la problématique mobilité immédiate. Et ensuite, on travaille sur le long terme. L'acquisition de véhicules avec des partenaires, hein, Renault ou PSA, l'acquisition de véhicules en bon état, le travail sur un microcrédit, sur un budget, le travail sur de l'éco-conduite et sur du covoiturage. On parvient à casser cette spirale un peu difficile pour ces personnes. Oui. Et puis, indépendamment de cela, on sait très bien que les transports publics ont beaucoup régressé pour des raisons économiques dans les zones les plus isolées, notamment dans les zones rurales. Donc, il faut inventer des nouveaux moyens de se déplacer. Vous venez de faire allusion au convoiturage, l'autopartage. On a aussi demain le numérique qui va nous permettre d'organiser des nouvelles formes de mobilité, y compris de considérer que des véhicules, alors évidemment, il faudra que la réglementation évolue, mais puissent être parfois privés, parfois publics, avec des organisations spécifiques. Et demain, avec l'évolution technologique, notamment avec les voitures autonomes, on peut envisager des partages, des organisations qui feront que ceux qui sont isolés, qui ne peuvent pas accéder à d'autres endroits, soit pour faire des démarches administratives, soit pour accéder à des emplois, puissent y accéder, parce que évidemment, on ne redéveloppera pas des déplacements publics, des services publics tels qu'ils l'étaient avant. Il y a aujourd'hui à inventer des nouveaux modèles et les opportunités technologiques nous les permettent. Très vite, et Bertrand également, parce que j'ai vu une autre question intéressante là. Juste une règle.
Il existe un dispositif qui va nous permettre justement de rebondir sur les nouvelles technologies. Les certificats d'économie d'énergie, ce n'est pas que le logement. Depuis cette année, nous sommes lauréats avec quelques structures comme la FUBICI sur les vélos de l'appel à projet certificat d'économie d'énergie. Concrètement, quand on arrive sur un territoire avec un financement d'une collectivité locale, un département ou une agglo ou une métropole, quand on a 100 d'un territoire, ça génère 40 à 50% de financement via des énergéticiens, Auchan, Total, Engie, etc. Et ça nous permet de développer des dispositifs numériques, des dispositifs de covoiturage avec du big data, des bases de données, des gros moyens. Ça nous permet aussi d'accéder à des grandes entreprises comme Orange, des RSE, pour développer des applis et des applis mobilité, justement adaptés aux personnes en difficulté. Ouais. Oui, Bertrand. Alors, je voulais juste réagir sur un truc. Alors, je suis absolument, ça ne vient pas contre tout le travail nécessaire et utile sur la question de la mobilité, mais je ne voudrais pas qu'on oublie que dans le lien, justement, mobilité, question du logement, question d'exclusion, il y a la question du coût du logement, et qu'on a forcé, on a assigné à l'éloignement énormément de gens qui auraient pu, qui résidaient, qui auraient dû rester dans des endroits bien desservis, dans des centres-villes bien desservis par les transports, etc. C'est la question du foncier, et en plus on les a assignés à aller acheter, par exemple, des passoires thermiques en secteur mal desservi. Enfin, cette dimension-là, elle est fondamentale aussi. Tiens, Carlos Moreno, ici, hier, nous disait transition écologique, c'est une conséquence. Attaquons-nous à la transition sociale et urbaine. C'est ces sujets-là. C'est ces sujets-là. Donc, j'ai vu tout à l'heure, Alexandra, une question intéressante. Dans tout ce que vous nous annoncez, tout ce que vous nous dites, est-ce que le public des étudiants est bien pris en compte? La précarité chez les étudiants. On est dans une ville étudiante. Qui veut répondre? Nous, c'est l'origine de notre projet, les étudiants. On a commencé avec les étudiants. Oui, ça a démarré avec eux. Ça a démarré avec eux. C'est toujours un accompagnement. Il y a deux axes avec les étudiants. Il y a la mobilité nocturne. On développe depuis 20 ans maintenant, 20 ans l'année prochaine, du covoiturage nocturne et aussi la mobilité pour rentrer chez eux hebdomadaire. C'est pareil sur les campus. Après, sur la transition énergétique, je vais laisser mes collègues sur le logement répondre. Mais nous, sur la mobilité, on travaille. C'est un aspect très important pour nous. Sur le logement? Alors, sur le logement, la précarité, logement, le mal logement, il y en a pour tout le monde, malheureusement. On a parlé tout à l'heure sur des exemples de gens au RSA. Les précaires et les mal logés, ce n'est pas que les personnes aux minima sociaux, c'est les travailleurs pauvres, c'est les étudiants de plus en plus, les jeunes en général. Enfin, il y a une vraie problématique de diffusion de ces questions-là, malheureusement, et il faut bâtir des solutions pour tous. Y a-t-il encore une intervention? Je vous en prie. Allez-y. Ah bon, non, le micro de madame ne marche pas. Là. De loin, je vois que c'est un micro rouge, c'est ça? Rouge. Voilà. Oui, bonjour. J'aimerais revenir sur la question du chauffage. Beaucoup de populations vulnérables sont à l'extérieur des villes, donc très loin, et la seule possibilité qu'ils ont de se chauffer, c'est d'utiliser le bois qu'ils trouvent à proximité, soit parce qu'ils ont pu couper 1 ou 2 arbres, soit qu'ils peuvent en acheter à bon marché. Et la campagne qui est menée en ce moment, et par l'ADEME et par d'autres structures officielles contre l'utilisation du bois pour le chauffage, pénalise très souvent les populations les plus vulnérables et leur donne aussi une mauvaise conscience par rapport à une impossibilité de faire autre chose. Est-ce qu'on peut être plus nuancé dans nos campagnes de gens nantis, dans nos campagnes nationales? C'est pour vous ça, monsieur Léchevin. Alors l'ADEME, on n'est pas contre le chauffage au bois, on est pour que le chauffage au bois se fasse dans des bonnes conditions avec un foyer fermé, parce que vous savez les conséquences que ça a sur l'environnement, et y compris on est en train d'expérimenter, pas simplement pour les précaires, mais dans la vallée de l'Arve,
qui est un des gros problèmes en termes de pic de pollution, et pas simplement parce qu'on parle souvent des problèmes de transport dans cette vallée, mais c'est aussi les chauffages au bois, inciter les gens à aller vers des foyers fermés avec une aide qui est de 1 000 €. Alors peut-être qu'elle n'est pas suffisante, qu'il faudrait là aussi que cette aide puisse être abondée pour les précaires, pour que l'ensemble des précaires puissent y accéder. Et ça ferait sens. Mais on n'est pas contre le chauffage au bois. C'est peut-être pas ce que vous vouliez dire. Oui, allez-y. Excusez-moi, je suis d'Alsace et on n'a pas de foyer ouvert. Et les poêles qui sont utilisés sont des poêles qui sont très anciens, mais qui sont des poêles polluants. Et c'est impossible de changer un poêle quand tu as 300, 400, 500 € par mois. C'est impossible. Même si on touche la moitié en prime. Et donc, il faut là aussi que nous puissions développer des politiques d'accompagnement. Après, tout ne peut pas être fait nationalement. Peut-être qu'au niveau de la région en Alsace, il doit y avoir des politiques qui se développent telles que celles qui sont menées aujourd'hui dans la vallée de l'Arve. Petite dernière pour la route, Alexandra. Il reste une question. Allez-y. Oui, on avait sur le vélo aussi, sur les autres mobilités, oui. Ah tiens, là j'ai vu ce matin dans le Sud-Ouest que le pont de Pierre allait être dédié au vélo. C'est à Bordeaux le pont de Pierre. Hein. Bon, oui, mais c'était une remarque, c'était pas une question. Hein. D'accord. C'est bon ? Non, c'est bon. Ok, plus de questions dans la salle ? Je vois pas bien, excusez-moi. Non, c'est bon ? Bon, le mot de la fin pour vous, Bruno Legevin. C'est un sujet fil rouge hein, sur ces assises, les publics précaires. Là, on sent qu'il y a des dispositifs, des actions qui s'accélèrent, mais on est encore loin du compte, bien sûr. Je pense qu'à cette table ronde, on était tous assez d'accord sur le diagnostic, quelles que soient nos responsabilités, notre approche du problème. On est tous d'accord pour dire qu'il y a urgence, que quelles que soient les politiques publiques développées, comme disait Bertrand, on est parti en retard, il y a un phénomène qui était croissant, donc il faut amplifier, accélérer, qu'il n'y a pas d'approche efficace si elle n'est pas globale, si elle n'est pas systémique, tant d'un point de vue de l'approche énergétique, que de l'approche de mobilité, que l'impact sanitaire, y compris, madame, sur la dimension territoriale, sur la spécificité de l'aménagement de l'espace, et notamment, Bertrand nous rappelait le problème du foncier. Aujourd'hui, pour mener des politiques publiques efficaces, il faut bien connaître. Pour connaître, il faut bien observer, il faut bien repérer, et que cette approche, elle ne peut pas être que globale, puisqu'on a dit que la solution, elle était en proximité, et donc l'accès aux données des acteurs qui traitent la précarité au niveau local, ils doivent pouvoir y accéder. En plus, indépendamment que c'est une cause sociale, que c'est une cause d'intérêt général, on a vu aussi au travers de ce débat qu'il y a un enjeu économique, et donc ça vaut le coup. Et la transition énergétique et écologique, c'est une approche économique, c'est une approche environnementale, une approche sociale, c'est la condition de la réussite. Et ben le problème de la précarité énergétique doit être vu dans sa dimension sociale, environnementale, mais aussi économique, avec toute l'activité que ça peut générer et les emplois et l'exclusion qui reculent. Et il vaut mieux financer des politiques publiques qui règlent le problème que de financer des puits sans fond sans régler le problème. Merci beaucoup, merci. Merci à vous de votre attention, bon appétit. Et les travaux ici ou ailleurs dans les forums reprendront à 14h. À tout à l'heure.